Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous sommes pendant 3 jours sur le pouce du Péloponnèse, l'Argolide. Ici se trouve aussi Mycène. Il faut traverser le canal de Corinthe pour y arriver. Les dolines de Didymas sont une spécialité géologique. Nous plongeons dans le néolithique dans la grotte Francti. Le volcan Métana est tout à fait original. Notre premier arrêt après avoir quitté Athènes est le canal de Corinthe. La traversée du canal correspond pour nous à un retour à la nature sur le Péloponnèse. Nous passons d'abord le pont de la route 8 d'où l'on a une bonne vue dans les deux directions. On se gare au nord et on fait l'aller-retour sur les deux côtés du pont à pied. Vers le nord-ouest, on voit notamment le pont ferroviaire. Aucun train ne passe quand nous sommes là. Il est en travaux en 2022, nous voyons un excavateur flottant travaillant à l'endroit où la paroi de roche entaillée s'est effondrée. Les deux voies séparées sont dotées de trottoirs bien sécurisés permettant de faire l'aller-retour en regardant dans les deux sens. Vers le sud-est, on voit surtout le pont de l'autoroute. Nous sommes maintenant à l'embouchure sud-est. On y trouve ici un pont submersible comme de l'autre côté. C'est un grand caisson métallique. En 2002, il est à voie unique. Les divers sites au canal sont à l'abandon, beaucoup de cafés et restaurants sont barricadés. Le pont submersible est bruyant, mais sinon, le site est très paisible. Est-ce différent en été? Nous continuons le 15 mai 2022 sur des petites routes au nord du Péloponnèse. On reste les jours suivants surtout sur la presqu'île nord qui s'appelle l'Argolide. On a quelques soucis avec le premier camping, les douches y sont froides. Mais nous avons la vue sur le volcan Métana, où nous randonnerons 2 jours plus tard. Nous ignorons le site principal d'Épidore, car nous devons forcément faire un tri. Mais nous sommes dans le village de l'ancienne Épidore où se trouve le petit théâtre. De forme classique, les gradins profitent du relief et une grande partie des gradins sont encore présents ou refaits. Le site est grillagé et une affiche un peu sarcastique invite les visiteurs à faire le tour du grillage à leur propre risque. Nous pensons que c'est encore un cas de manque d'effectifs de personnel surveillant. Le théâtre est adossé au cap Akraklefti. Sur le point culminant se trouve la chapelle récente Hieronaos Zoodoshu Pigi. L'intérieur est très coloré. Un peu plus loin est un hôtel encore entretenu. La ville antique est entièrement engloutie par la mer au sud de la presqu'île Akraklefti dans la baie de l'ancienne Épidore. Sur la colline restent des ruines de l'acropole de l'ancienne Épidore, qui ressemblent à des murs quelconques. Nous redescendons de la colline vers l'ancien théâtre à travers les ruines et l'oliveraie plus bas. Avant de quitter l'ancienne Épidore, nous tentons d'y faire les courses. On ne trouve qu'un épicier avec une place exiguë pour se garer, mais cela suffit. On cherche du lait UHT pour le café, mais ici il n'y a que des conserves de lait concentré. Bizarrement, ce lait concentré s'avarie le même jour de l'ouverture alors que les laits UHT sont invariables, même gardés ouverts hors du frigo.
Nous restons sur le pouce du Péloponnèse et on rejoint son centre. Près du village de Didyma se trouvent deux dolines d'effondrement de taille impressionnante. L'accès à la première doline se trouve au sud, on descend un escalier dans un tunnel qui aboutit au fond de la doline et près de la chapelle principale Agio Georgios. Cette première doline forme un cylindre vertical dans la plaine et comporte deux chapelles nichées dans les cavités de la paroi. La chapelle n'arbore aucun luxe. On peut faire le tour de la doline au fond et rejoindre une chapelle encore plus petite, l'église de la Transfiguration. Elle est à peu près en face de la première. Le centre de la doline est plus bas que le chemin qui en fait le tour, mais nous n'avons pas trouvé de sentier y descendant. On trouve dans la chapelle des tableaux de métal repoussés. Nous entamons la sortie de la première doline. Il n'est pas encore midi, pourtant, nous transpirons déjà. Ce sera pire pour accéder à la deuxième doline à pied, le chemin est en plein soleil. Nous laissons notre trafic aménagé sagement garé à l'ombre. L'ouverture verticale du tunnel n'est pas sécurisée. La deuxième doline se trouve à peu près 300 mètres plus loin au nord-ouest de la dernière et au pied de la montagne. Elle est de diamètre encore plus grand, mais moins uniforme.
Sa paroi sud est formée par un éboulis de gros rochers. Au nord se trouve la paroi la plus haute car l'effondrement s'est produit en bas du versant de la montagne. Nous enchaînons encore une autre petite randonnée vers la grotte Francti. On est en bord de mer sur le golfe Argolique, il y fait un peu plus frais. On a constamment l'île Coronida Argolida en vue, elle est la propriété des descendants de l'armateur Stavros George Livanos et on n'y voit qu'un port avec un grand yacht. La grotte avec 2 ouvertures abrite des traces d'habitation. Le chemin à pied le plus court part de la plage de Lampagiana au nord de la côte rocheuse au nord de Quillada. Le sentier est bien indiqué et présente peu de dénivelé. Il est balisé en rouge. En un quart d'heure on est à l'entrée de la grotte. Elle est grillagée, mais le portail est ouvert lors de notre passage mai 2022. Un chemin aménagé permet d'explorer la grotte sans abîmer les structures. Des panneaux en grec et en anglais expliquent assez bien les informations disponibles sur la grotte. La grotte mesure environ 150 mètres de long et environ 45 mètres de large. 2 grandes ouvertures se sont formées quand ces parties de la grotte se sont effondrées laissant des larges talus d'éboulis. Ces effondrements semblent remonter à la fin du néolithique donc à moins 5000 ans. Afin d'étudier l'évolution de la grotte et notamment l'histoire de son utilisation par l'homme, les archéologues ont creusé de profondes tranchées verticales. De cette façon, les couches apparaissent en section et peuvent être interprétées dans l'ordre chronologique, de la plus ancienne en bas à la plus jeune en haut. La tranchée encore visible atteint près de 10 mètres, révélant une succession de couches du Paléolithique supérieur à la fin du Néolithique. Des fouilles ont été menées à l'intérieur et à l'extérieur de la grotte entre 1967 et 1979. On a identifié des traces importantes du Paléolithique et du Mésolithique, des périodes jusque-là peu documentées en Grèce. Ils mettent en lumière le passage des sociétés de cueillette aux sociétés d'agriculteurs, à la navigation dans la mer Égée, aux pratiques mortuaires dans le Mésolithique et le Néolithique, ainsi qu'à la fabrication de poteries. C'est un exemple rare d'installation avec une période d'occupation aussi longue, et également un des sites les mieux connus de l'âge de pierre en Europe méridionale. Dans la partie nord a été installée une étable du Néolithique. Depuis le Néolithique, des grottes facilement accessibles ont été utilisées, plus ou moins systématiquement, pour abriter des troupeaux d'ovins et de caprins. Francti est un cas classique d'une telle grotte. Au moins au cours du XXe siècle, période pour laquelle des informations précises sont disponibles, et jusqu'aux premières années des fouilles, elle était utilisée par la même famille comme enclos saisonnier. Les animaux étaient hébergés dans la grotte d'octobre à mai. Nous revenons à la plage de Lampagiana, mais il n'y a presque pas d'ombre. Nous voyons cependant une chapelle sur le petit cap au nord. L'église Agios Ioannis est entourée d'arbres et nous trouvons même de l'ombre pour notre trafic. Nous prenons place sur les bancs à l'ombre près de la chapelle, non sans emporter le réchaud pour le café et des petits gâteaux. Nous cherchons une place pour la nuit sur la côte sauvage du Péloponnèse en face de l'île Hydra. Il y a peu de routes et les rares existantes ne sont pas goudronnées et en mauvais état. Après quelques échecs, nous nous rabattons sur la plage Paralia Pergari Poro sous la chapelle du monastère Agios Athanasiou. La plage est vraiment un spot idéal pour passer la nuit. Mais 2 gros camping-cars sont déjà installés sous les maigres arbres. Il ne nous reste que la place à droite sans ombre, mais il est assez tard et le soleil est sur le point de disparaître derrière le cap.
nous nous plaçons avec l'arrière du camion vers la mer avec l'unique but de pouvoir prendre la douche extérieure hors de la vue de nos voisins. Plus tard dans la soirée viennent encore 2 pêcheurs grecs mais qui repartent bredouilles comme la veille au dire de nos voisins. Le matin, nous explorons le cap Rocheux à l'est de la plage. Dans la prolongation du cap se trouve l'île Nisissoupia, c'est-à-dire l'île de la Sèche. Nous revenons au camion pour partir de bonne heure. Nous retournons vers le nord du Péloponnèse pour une nouvelle randonnée. Il y a certes un port sur Métana, mais ce pêcheur préfère sortir son bateau de l'eau après la pêche. Il le tire avec un treuil très lent de l'eau et à travers de la route. Des poutres en bois servent de surface de glisse. La Grèce est un pays majoritairement calcaire, du moins dans les parties que nous avons vues à l'ouest et sur le Péloponnèse. La presqu'île de Métana forme une exception originale, il s'agit d'un cône volcanique. Le 17 mai 2022, nous faisons la randonnée classique dans la lave. Le chemin est assez bien ombragé et dans la partie haute, on trouve des plus grands blocs de lave offrant toujours une face à l'ombre. On vise le Kameno Vuno, c'est un des points culminants de la presqu'île. La rando est vraiment dépaysante et nous rappelle l'Islande. La presqu'île contient une trentaine de volcans, dont celui de Métana, qui sont principalement des dômes de lave andésitiques et dacitique formant des coulées de lave de ces 2 types de roches. L'activité volcanique dans la péninsule a commencé il y a 1 million d'années. Les dernières éruptions ont eu lieu en 1700 sur un volcan sous-marin. Au point facilement joignable se trouve une grande faille, ce n'est cependant pas la bouche du volcan. En descente, nous nous aventurons un peu hors du chemin. Le dédale est très grand et il est difficile de s'orienter. Il y a des trous et des abîmes entre les rochers très coupants. Nous ne poussons cette expédition pas très loin. Il fait terriblement chaud et nous avons décidé de ne plus entreprendre de randonnée aux heures de midi, surtout que nous venons du volcan de Métana. Mais pour rejoindre des gorges resserrées à l'eau bien fraîche, nous faisons une exception et poussons le trafic sur les pistes au plus haut pour éviter la marche en plein soleil. Nous nous trouvons encore sur le pouce du Péloponnèse, plus précisément dans un vallon au sud-ouest de Trézène. Contrairement au nom local, il semble y avoir 2 ponts et les 2 font apparemment partie d'un système de collecte de l'eau. Actuellement, on en retire aussi,
Une source captée se trouve en bordure de la piste forestière. La rivière porte aussi le nom de Diavologéphiro et alimente le lac de Psifta où le roi mythique Saron de Trézène aurait érigé un temple pour Artémis. Le chemin continue dans le même sens pour rejoindre le vallon frais et verdoyant. On marche sur les restes d'un ancien canal d'eau. Très vite, on arrive sur le premier pont que l'on traverse. Un chemin continue certes en direction amont, mais les grandes vasques se trouvent en direction aval. On tourne donc après le pont à droite pour rejoindre d'énormes arbres qui poussent sur ce qui ressemble à des anciennes terrasses de culture. On reste sous ces arbres, on descend donc sur un des nombreux chemins pour serrer de plus en plus près vers le ruisseau. Pour finir, il faut descendre le long de grosses cordes et revenir vers la droite dans une partie très profonde du canyon. La corde pendante plus en haut et en bas n'est pas celle qui aide à escalader les rochers. Ici se trouve la plus grande vasque qui permet même une baignade. Au-dessus passe le deuxième pont. On va plusieurs fois dans l'eau, mais elle est trop fraîche pour y rester longtemps. Nous passons les plus chaudes heures ici pour casser la croûte. On revient finalement à la voiture qui cuit au soleil, et nous retournons à la plage de l'ancienne Épidore. Au sud de celle-ci se trouve la chapelle de Panagitsa Panagia où nous faisons du café. On fait les courses et on cherche un endroit pour passer la nuit parce que nous sommes trop près des habitations ici. Nous visons une chapelle dans les collines. L'accès n'est pas évident, nous laissons décider le GPS. C'est une erreur, on finit sur une voie unique en forte pente se terminant dans les ronces. On essaie un autre accès et nous sommes récompensés. La chapelle dispose d'un banc où nous dînons et où nous déjeunons. À gauche derrière la chapelle se trouve un escalier qui descend vers une sorte de cave, c'est en fait la source sur laquelle est établie la chapelle. Un minuscule filon d'eau s'en échappe, passe sous le chevet de la chapelle et ressort de l'autre côté pour alimenter un bassin rectangulaire. L'eau y est un peu verdâtre, mais plusieurs grenouilles y vivent et coassent le soir, d'autres animaux s'y abreuvent. Voyant de plus en plus de touristes sur le Péloponnèse, nous décidons de partir très tôt de notre emplacement et d'arriver à l'ouverture matinale du site de Mycène. Les gardes arrivent aussi juste à 8 h du matin et s'installent à l'ombre devant les caisses. En approchant, André plaisante en disant qu'ils nous laissent entrer gratuitement parce que nous arrivons les premiers. Quelle surprise de nous voir remettre des billets à 0 € pour le jour international des musées le 18 mai 2022. La gratuité du site nous économise 24 € mais ne semble pas influencer négativement l'affluence au site. Alex voulait avant tout voir les météores, André Mycène, nous voilà comblés avec le site numéro 2 de notre liste des choses à faire absolument. Les panneaux explicatifs avec carte de position et textes explicatifs de bonne qualité sont en grec et en anglais. La tombe à Tolos des Lionnes porte ce nom car elle est près de la porte des Lionnes. Tolos signifie ruche. Elle est datée du début du XVIe siècle avant notre ère. Le long dromos, c'est-à-dire le passage, est revêtu des deux côtés par des blocs en pierre de taille. Son entrée est couverte de 4 monolithes, dans celle de l'extérieur se trouvent 2 trous, première preuve explicite de l'existence d'une porte à ces monuments. Le dôme est effondré, mais on estime qu'il mesurait environ 15 mètres de haut.
Nous savons que la porte des Lionnes est presque toujours à l'ombre, nous y montons donc en premier. Les murs cyclopéens sont impressionnants, mais les tailles des pierres individuelles ne sont pas énormes. C'est l'entrée principale de la citadelle de Mycène, inchangée à travers les siècles. Le seuil monolithique, le linteau et les jambages sont en conglomérat. Le triangle en relief au-dessus du linteau porte le relief des Lionnes, le plus ancien relief monumental d'Europe. Les têtes des animaux, qui n'existent plus, étaient probablement en stéatite, une pierre plus noble. On aboutit après la porte des Lionnes directement au cercle de tombes. C'est le cercle le plus marquant de Mycène. Le cercle renferme plusieurs tombes à fosses ayant contenu du matériel funéraire extrêmement riche composé de figurines de terre cuite, céramique, masques, vases et bijoux en or. Ici a été trouvé le masque d'or dit d'Agamemnon dont on trouve une copie au musée attenant. C'est un vaste cimetière de la période helladique moyenne et du début de la période helladique tardive, qui s'étendait à l'ouest de la citadelle. Il était utilisé exclusivement pour les sépultures royales au XVIe siècle avant notre ère. Il est entouré de 2 rangées de dalles ayant apparemment formé un couloir couvert. Initialement, le cercle de tombes a été extramuros. Vers -1250, cependant, et avec l'extension de l'enceinte cyclopéenne vers l'ouest, la nécropole royale est incluse dans l'enceinte de la citadelle et est mise en valeur par la construction d'une double enceinte circulaire de plaques calcaires. Un chemin monte ensuite vers le point culminant de la colline où se trouvait le palais de Mycène. Il n'en reste pas grand-chose. C'était aussi le centre culturel de la cité. Nous continuons à monter en nous tenant à gauche, donc au nord-est de la citadelle. La porte nord a été construite au cours de la deuxième phase de construction des murs vers -1250. Au lieu d'un triangle de décharge, il comporte 2 dalles verticales simples posées sur le champ au-dessus du linteau, transférant ainsi le poids aux 2 montants de porte. L'extension nord-est est la 3e et dernière extension de l'enceinte fortifiée de la citadelle à la fin du XIIIe siècle avant notre ère. C'est une petite modification, mais elle est essentielle car elle a assuré l'approvisionnement en eau, impliquant la construction d'une citerne souterraine, dans laquelle était collectée l'eau transportée le long d'un aqueduc souterrain construit à partir d'une source naturelle située à l'extérieur et à l'est de la citadelle fortifiée. 2 ouvertures en encorbellement au nord et au sud du mur de fortification de l'extension débouchent à l'extérieur de la citadelle. La citerne souterraine est l'une des réalisations les plus spectaculaires de l'art des maçons mycéniens. La descente vers la citerne est en encorbellement. Elle commence à l'intérieur de la citadelle, coupe obliquement la voie fortifiée et se poursuit sous terre à l'extérieur de la citadelle, avec des marches interrompues par 2 paliers à l'endroit où il tourne. Au fond du passage, à 18 mètres de profondeur, se trouve un puits couvert d'un quadrilatère. Celui-ci recevait l'eau de la source naturelle extramuros, qui était acheminée par des conduits d'argile. Cet aqueduc souterrain a assuré l'approvisionnement continu en eau de la citadelle et a été la raison fondamentale de l'extension de la section nord-est du mur d'enceinte. On peut actuellement descendre le premier escalier jusqu'au premier angle droit du tunnel, ensuite le passage est grillagé. On sent qu'il y a de l'eau en bas car une multitude d'insectes pullulent l'endroit, on n'a pas vraiment envie de rester là, même s'il y fait un peu plus frais que dehors. Nous remontons vers la bifurcation des chemins et suivons ensuite le sentier sud pour arriver dans le quartier des artisans. Les maisons étaient au moins à 2 étages. Seules les fondations subsistent aujourd'hui. Directement au sud des caisses se trouve la tombe voûtée de Clytemnestre. La voûte n'est pas écroulée et contrairement au trésor d'Atrée, on peut être seul ici. La tombe de Clytemnestre est le dernier de ces monuments funéraires à Mycène. Elle a été découverte par hasard, par des villageois locaux et pillée par Veli Pacha à l'époque de la domination ottomane. Le dromo, c'est le passage, était bloqué à l'extrémité sud par un mur. Le stomion, c'est-à-dire entrée, était fermé par une double porte. La façade de la tombe était décorée de 2 demi-colonnes de gypse manquantes, ainsi que d'ornements sculptés.
L'écho au centre de la tombe est effrayant. Le même effet se produit aussi dans la tombe voûtée d'Égiste juste à côté, bien que la voûte soit écroulée ici. La zone a été comblée à l'époque hellénistique et un théâtre a été construit, des sièges en pierre sont visibles au-dessus de la dromos du tombeau. La tombe d'Égiste est parmi les plus anciennes à Mycène, donc du début du XVe siècle avant notre ère. Les deux côtés du passage sont revêtus d'une maçonnerie en pierre sertie de mortier d'argile jaune. Nous finissons la visite du site avec le trésor d'Atrée. C'est la tombe voûtée la mieux finie. On trouve des rangées de pierres différentes et une chambre annexe. Il y a ici aussi bien plus de monde. La tombe est construite entre 1350 et 1250 avant notre ère. Les caractéristiques distinctives de sa construction sont l'utilisation d'éléments mégalithiques dans l'entrée et sa maçonnerie soignée. La façade monumentale a été décorée avec une variété de matériaux. La tombe a été retrouvée pillée, comme toutes les tombes à Tholos, et il n'y a aucune information sur les biens matériels ou les sépultures qu'elle abritait autrefois. Elle n'a jamais été comblée et elle est toujours restée en vue pour capter l'attention des voyageurs anciens et ultérieurs. Le musée du site de Mycène n'est pas aussi riche que celui de Delphes. Beaucoup a été volé par les Anglais et grand nombre de pièces se trouvent à Athènes. On connaît des photos du masque d'or d'Agamemnon, mais en voyant la copie conforme à Mycène, on se rend compte qu'elle est à peine plus grande qu'une tête réelle. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.